Nous allons maintenant parler assurance et évolution du travail entre tradition et innovation avec Jean-François Bénard, que l'on accueille chaleureusement, secrétaire général adjoint de la Fédération CFDT Banque et Assurance. Bienvenue à vous. Bonsoir, merci de votre présence. Jean-François, vous êtes bien sûr très présent dans tout ce qui est discussion et négociation sur de nombreux sujets d'actualité qui concernent le monde du travail et notre secteur de l'assurance. Le secteur de l'assurance, il embauche, hein, vous avez les chiffres, on le sait, mais peut-être, vous allez nous le dire, confronté à quelques défis. On a peut-être un peu spoilé le défi qu'on va évoquer ensemble. Un des défis, le déploiement de l'intelligence artificielle qui va peut-être toucher le secteur, fortement toucher le secteur de l'assurance, comme d'autres d'ailleurs. Comment la CFDT aborde-t-elle ces enjeux liés à l'IA dans le recrutement ? Oui, avant de répondre exactement à votre question, c'est peut-être la vision plus politique qu'à la CFDT de l'IA qui est intéressante parce qu'on a un emballement du miracle supposé de l'IA avec les gains de productivité, la suppression des tâches répétitives, etc. Et on a la tentation générale de présenter les évolutions technologiques comme des intelligences. En fait, ce ne sont que des outils, mais il faut bien penser à mettre ça dans le contexte. Donc, face à cela, la CFDT n'a pas un optimisme BA et n'a pas non plus de rejet a priori. On pense que sur ce sujet-là, il faut qu'on prenne le temps de penser collectivement à la question du pourquoi et du pourquoi faire. Qu'est-ce que ces usages apportent d'un point de vue social et qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue économique? Quand on a répondu à ça, déjà, c'est extrêmement important. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est assez difficile d'y répondre. Vous me demandez quels impacts ça va avoir. Il y a de nombreuses études qui ont pu être menées sur le sujet et il est assez difficile de prédire en fait les conséquences du déploiement de l'intelligence artificielle parce que surtout que dans le domaine de l'assurance en l'occurrence, on a vu croître les effectifs de manière assez importante sur les 10 dernières années, alors que dans la banque, le secteur voisin, c'est totalement l'inverse avec des plans sociaux qui se multiplient, des modes de consommation qui sont devenus totalement différents, donc ça pose le questionnement est différent. Après, ce qu'il va falloir se poser sur l'utilisation de toutes ces technologies nouvelles, et ça va être un rôle potentiellement pour les RH, c'est de savoir comment on fait pour mieux accompagner sur la formation, sur les changements des métiers, puisqu'on ne maîtrise pas forcément les transformations. Enfin, autant en termes de volume d'emploi que de transformation, c'est assez flou. Donc il faudra vraiment penser à la formation, voire dans certains cas peut-être aux reconversions, parce qu'on fait partie de métiers qui sont quand même extrêmement impactés par le sujet. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous avez quelques réponses en particulier sur les métiers potentiellement qui peuvent être exposés par la recrudescence de l'utilisation de l'IA? Je pense que dans l'assurance, quasiment tous les métiers peuvent l'être. Après, ce qui est extrêmement important, enfin la vision CFDT sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce que je veux dire, on peut pas lutter. Et puis ça fait partie des évolutions technologiques. C'est que l'humain soit toujours à la décision. Un impact qui nous paraît extrêmement important, c'est en matière de recrutement, en l'occurrence, où on pense que tous les systèmes algorithmiques ne doivent pas être discriminatoires. C'est tout de même essentiel. D'ailleurs, au niveau européen, on a signé avec la Fédération patronale des banques une déclaration conjointe disant que c'est toujours l'humain qui doit prendre la décision finale, notamment en matière de ressources humaines, pour éviter toute discrimination. Donc c'est un sujet. Alors l'intelligence artificielle dans les RH, elle peut être utilisée dans les parcours collaborateurs, par exemple. Oui, et puis même quand il y a un entretien et un recrutement. Sur la rédaction d'un compte-rendu. La rédaction d'un compte-rendu, si l'IA peut le faire à la place et passer plus de temps dans la relation, dans le contact. Un collègue disait tout à l'heure que ce qu'il recherchait, c'était le savoir-être, la capacité à écouter, la capacité à faire. C'est exactement ce qu'il faut pouvoir faire, enfin, mettre l'humain vraiment au cœur du sujet. Vous souhaitiez évoquer, Jean-François, également un autre sujet, c'est l'externalisation de certains métiers dans le secteur de l'assurance. Vous faites un diagnostic et peut-être avez-vous des inquiétudes ou vous estimez qu'il y a des risques dans notre secteur sur l'externalisation offshore en particulier? Ouais, pas qu'offshore. Pas qu'offshore. Pas qu'offshore. L'externalisation, c'est le fait qu'on fait certaines tâches à un prestataire. Et c'est quand même monnaie courante dans l'assurance. D'ailleurs, c'est assez intéressant. En 2023, la CPR a fait une enquête sur l'externalisation des fonctions critiques des sociétés d'assurance.
des institutions de prévoyance et des mutuelles. Et disait que 71% de leurs fonctions critiques ou importantes étaient externalisées. Donc c'est pas rien. Pourquoi c'est fait comme ça? Alors peut-être que c'est fait peut-être plus sur tout ce qui va concerner les centres d'appel, sur le lien avec l'IA, sur le fait d'avoir des métiers à moins forte valeur ajoutée qu'on peut faire par des prestataires. Mais néanmoins, le véritable risque, parce que l'externalisation et l'IA, à mon avis, se conjuguent ensemble, hein, c'est que demain, tout ce qu'on externalise, alors déjà, c'est souvent du moins-disant social. On a un tas de fusions qui font que plutôt que de rester sur des conventions collectives d'assurance qui sont plutôt avantageuses, on va passer sur de la convention collective Syntec ou convention collective courtage, qui est un peu moins disante, c'est ainsi. Et le risque, c'est que toutes les tâches que l'on fait faire à moins forte valeur ajoutée, le Maroc, par exemple, qui est devenu un endroit où il y a énormément de centres d'appel, mais ils ont des universités où ils créent des gens qui sont extrêmement compétents. Et ces gens-là, demain, qui font les tâches faciles, ils pourront faire les tâches plus compliquées. Et il y aura forcément... Alors tout ça, c'est lié à la rentabilité. L'immobilier sera forcément moins cher au Maroc qu'en France. Les coûts salariaux seront moins chers. Donc on a nous, Fédération CFDT, Banque et Assurance, envie de défendre l'emploi, d'avoir des visions plus importantes sur la stratégie d'entreprise pour pouvoir les accompagner. On ne pourra pas lutter contre toutes les stratégies, mais faire en sorte que l'on puisse, nous, accompagner les salariés. Il y avait le camarade de l'assistance qui disait que c'était de s'occuper des assurés. Nous, notre job, c'est de nous occuper des salariés. Donc, on essaie de le faire le mieux possible. Et une dernière question, Jean-François. On échangeait ensemble récemment et vous me disiez, historiquement, l'assurance était un secteur qui favorisait l'ascenseur social. En 2025, c'est quoi vous partagez cette affirmation d'assistance? L'assurance, pardon. Je pense que l'assurance peut faire des choses, mais peut-être pas comme elle le faisait il y a 20 ans, parce que rien n'est permanent sauf le changement. À l'époque, on pouvait rentrer dans l'assurance quasiment avec pas de diplôme. Et puis quelqu'un qui avait la volonté de travailler, un peu par rapport à ce que disait la personne qui ne voulait pas tout à l'heure, Achille, qui ne voulait pas de ceux qui ne voulaient pas bosser. Celui qui bossait dans l'assurance pouvait quasiment gravir tous les échelons, passer quasiment du courrier à arriver des postes de direction qui étaient extraordinaires. C'est vrai aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est moins vrai, puisqu'il y a eu une inflation des diplômes. Aujourd'hui, on rentre à bac +2, +3, +4, +5. Alors, l'assurance joue son jeu, peut-être avec les politiques de la ville, les quartiers prioritaires, parce qu'on recrute énormément d'alternants, et c'est quand même le sujet qui fait qu'on joue encore ce rôle. Mais il ne se fera pas dans la même image que ce qu'on a pu connaître par le passé. Merci Jean-François de votre présence. On était ravis de vous accueillir au Talent de l'Assurance. Merci. Merci beaucoup. L'heure tourne. J'ai plus beaucoup de fiches, donc ça veut dire qu'on approche du moment du cocktail. Hein. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Alors, on va passer à 3 témoignages vidéo avec quelques mots-clés: intelligence humaine, intelligence artificielle, proximité et innovation. Bonjour Cécile Tardieu. Vous êtes directrice générale de Solutia Services et Protection Juridique. Alors on est dans un monde où les enjeux juridiques sont de plus en plus complexes et où toute situation quotidienne peut se judiciariser. Quel est selon vous le rôle fondamental de la protection juridique dans la société ? Alors oui, c'est vrai, la société se judiciarise et cette expression est souvent employée pour parler d'un risque, d'une menace. Et en fait, moi, je crois que c'est plutôt le reflet d'une très bonne évolution de notre société. Le droit est plutôt du côté de ceux qui sont du mauvais côté des rapports de force. Donc, qui peut regretter que, par exemple, les violences faites aux femmes et aux enfants soient judiciarisées ? On est quand même content qu'elles soient judiciarisées, même tardivement et même trop tard, et même trop partiellement. Donc, les acteurs de la protection juridique au sens large ont un impact significatif sur la société. Collectivement, les acteurs du secteur ouvrent à peu près 700 000 litiges par an, c'est pas du tout négligeable, dont 80% ne vont pas jusqu'au tribunal. Ça veut dire que les acteurs de la protection juridique collectivement financent et mettent en œuvre avec leurs partenaires avocats le traitement des litiges du quotidien en laissant les tribunaux se concentrer sur les cas les plus graves. Donc oui, je pense que les acteurs du secteur ont un impact important sur notre société. Un rôle même fondamental. Hein. Un monde également où l'intelligence artificielle, les chatbots prennent de plus en plus de place. C'est essentiel pour Solutia de maintenir un contact humain avec les clients? Alors tout à fait. C'est vrai que les chatbots et l'intelligence artificielle vont avoir un impact transformatif important sur nos métiers. Pour autant, chez Solutia, on fait plutôt le choix de conserver le rapport direct
téléphonique ou mail avec les assurés. On pense que l'intelligence humaine a encore de beaux jours devant elle et elle a même encore des fonctionnalités tout à fait intéressantes. Notamment, donc le client, ce qu'il fait, c'est qu'il nous appelle. Lui, il pose une question en langage naturel, dans le langage de tous les jours, avec sa situation individuelle. Et l'humain va reformuler, va reposer d'autres questions, jusqu'à formuler réellement une question de droit, là où au départ, c'est une situation, une histoire individuelle. Ensuite, on ne fait pas seulement que donner des informations. Lorsqu'il y a véritablement un litige, on va passer à l'action. Et donc là, c'est l'humain qui définit avec l'assuré la bonne stratégie, qui va présenter plusieurs options et qui va définir quelles sont les actions, les étapes. On va même revoir la stratégie en cours de route. Donc c'est quand même très important. Et puis évidemment, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique. Les litiges, même dans la vie quotidienne, avec les voisins, les employeurs, etc., ça peut être assez traumatique pour les assurés. Et donc l'humain est là aussi pour cet aspect-là. Donc chez Solutia, on est 80 personnes basées à Paris, dont 40 juristes. Et on a fait le choix que 100% des appels sont pris par des humains chez Solutia. Ouais, vous insistez vraiment sur l'empathie. C'est des vrais gens qui parlent à d'autres vrais gens. Alors vraiment, tout à fait. L'empathie, pour moi, c'est une composante vraiment importante de notre activité. Alors évidemment, il y a ce que j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire l'aspect émotionnel, de prendre en charge et d'écouter les émotions des personnes. On a notamment formé nos juristes pour l'accueil des personnes en difficulté sur des violences intrafamiliales ou le harcèlement scolaire dans lequel la composante empathique est très importante. Mais au-delà de ça, l'empathie, c'est aussi une faculté humaine qui permet de mieux comprendre, enfin plus directement, en essayant de se mettre à la place de l'assuré, de comprendre son contexte, d'où il parle, et de l'amener progressivement à admettre une action judiciaire et juridique qui n'est pas forcément exactement ce que le client envisageait dès le départ. La stratégie juridique, ça doit être quelque chose qui fonctionne, qui marche. Avec les pièces qu'on a dans le dossier, on n'a pas forcément tout. Et donc l'empathie, effectivement, sert aussi à ça, c'est-à-dire à amener l'assuré à accepter une procédure qui ne va pas forcément correspondre exactement à ce qu'il pensait au départ. Ouais, c'est une compétence supplémentaire. Exactement. Alors, on voit de plus en plus avec Internet l'autodiagnostic juridique. Est-ce qu'il est fondamental d'accompagner les clients et les ramener à une compréhension vraiment adaptée à leur situation personnelle? Alors, l'autodiagnostic juridique, oui, on est habitué à le gérer déjà depuis les années 2000, où les gens pouvaient faire des recherches sur les moteurs de recherche comme Google. Et donc, c'est vrai que quand ils appellent, ils ont déjà un début de connaissance. Et ça, c'est effectivement amplifié avec les outils d'IA générative, et même encore plus fort, parce qu'alors l'IA générative, elle est parfaite pour faire des magnifiques phrases hyper vraisemblables et malheureusement parfois fausses. En fait, pour se servir de l'IA générative, il faut poser la question dans les termes exacts techniques et en disant à l'IA d'aller chercher dans tel ou tel corpus de documents. Et ça, l'assuré ne sait pas forcément le faire. Et c'est là la valeur ajoutée qu'on a, nous les humains, c'est de justement détecter dans l'histoire individuelle du client quelle est exactement la question juridique qui se pose, et là, de donner une bonne réponse. Voilà. Donc nous, on fait encore le choix, une fois de plus, de conserver les humains, et on utilise plutôt les outils d'IA générative comme assistance à nos collaborateurs, mais on ne souhaite pas les donner directement en accès libre à nos assurés. On est dans un monde qui se judiciarise, dans un monde qui est poussé par la technologie. C'est quoi la meilleure équation, le meilleur équilibre pour une protection juridique qui soit efficiente pour vos partenaires, pour les clients ? Alors oui, la société se judiciarise et chez Solutia, nous ne voyons pas ça comme une menace ou un risque, mais plutôt comme une bonne évolution de la société. Le droit est du côté de ceux qui sont du mauvais côté des rapports de force sociétaux ou économiques. Alors oui, la technologie évolue et le secteur de l'assurance, comme il l'a toujours fait, va utiliser les technologies. On est passé des contrats écrits à la main à des contrats qui sortent des outils et qui sont signés électroniquement. On utilise la blockchain pour faire des constats qui ont valeur probante. On utilise l'IA générative pour faire des synthèses de documents, des résumés d'appels ou l'analyse des verbatims de clients. Donc c'est quoi la bonne équation? C'est de ne pas perdre de vue la finalité. Et notre finalité, c'est de rendre service aux clients et de les aider à faire valoir leurs droits, mais c'est une action. On les aide dans l'action et dans la stratégie juridique pour régler leurs litiges. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec nos partenaires commerciaux? On cherche à partager avec eux une même vision, c'est-à-dire être utile à nos clients, rédiger les garanties de manière claire et transparente,
et inciter les clients à faire appel à leur contrat en cas de besoin pour régler leurs litiges du quotidien. Merci beaucoup. Bonjour Vanessa Toledano. Bonjour. Vous êtes directrice générale Markel France. Markel est un géant de l'assurance aux États-Unis. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir une succursale en France ? Alors, le groupe Markel, effectivement, est un géant de l'assurance de spécialité. C'est un groupe centenaire, quasi centenaire, qui compte aujourd'hui un encaissement de 14 milliards de primes, 20 milliards de dollars de capitalisation boursière. L'expansion sur le marché européen et de surcroît sur le marché français était une évidence. Le marché français, c'est à peu près 4,5 millions de TPE-PME. C'est le segment que nous adressons aujourd'hui. L'esprit entrepreneurial, c'est vraiment au cœur de votre culture. Vous partagez cette vision avec vos courtiers. Comment est-ce que cet état d'esprit façonne la relation avec vos partenaires et quels sont les ingrédients du succès selon vous ? Alors, l'ADN du groupe Markel est effectivement très marqué par l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, pour nous, dans le quotidien, c'est quoi ? C'est ce pragmatisme à l'anglo-saxonne, conjugué à la française, tous les jours, par des collaborateurs made in France, avec une proximité vis-à-vis de nos courtiers et de nos clients. Nous parlons la même langue. L'esprit entrepreneurial, c'est aussi l'agilité avec laquelle on est capable de répondre à l'ouverture des dossiers. Et c'est ce que nous cultivons au quotidien. Et les ingrédients du succès, vous n'avez pas une recette un peu magique ? Alors, il n'y a pas de secret sauce, il n'y a pas d'ingrédient magique, si ce n'est de créer cette atmosphère propice à l'épanouissement du potentiel de chacun. Vous valorisez les soft skills au sein de vos équipes. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs ? Pourquoi ce choix est-il déterminant dans un secteur comme l'assurance ? Alors, je dirais qu'au commencement, il y a d'abord la technicité et l'expertise. Pour pouvoir penser out of the box, il faut d'abord une box, donc, comme point de départ. Et une fois qu'on a dit ça, alors la bonne nouvelle, c'est que l'expertise, ça s'acquiert, ça s'apprend. Maintenant, les soft skills, c'est cette flexibilité avec laquelle les collaborateurs Markel vont pouvoir se positionner comme faiseurs de solutions. Donc c'est vraiment tout ce qui touche aux qualités humaines. Et quelles sont les qualités humaines que vous recherchez peut-être particulièrement ? Je dirais en premier lieu l'agilité. L'agilité chez nos collaborateurs, c'est ce qui fait qu'on est capable de répondre à des problèmes complexes avec des solutions simples et qu'on est capable d'apporter cette petite touche supplémentaire pour refaire de l'assurance un choix. Alors un choix évidemment pour les clients, on parle d'assurance souvent de commodité, le client va pouvoir choisir son assurance et c'est aussi refaire de l'assurance un choix pour les collaborateurs Markel qui ne sont pas là par hasard. Les assureurs Markel sont des assureurs par vocation. Donc vous avez dit agilité, il y a d'autres qualités que vous mettez en valeur particulièrement ? En dehors de l'agilité, oui. Alors après, effectivement, on parle de Markel Style. C'est une mission que nous nous sommes donnée au sein du groupe. Il s'agit, pour résumer, c'est une atmosphère, c'est une façon d'appréhender les sujets du quotidien d'abord avec humour et puis avec cet esprit d'équipe, cette façon de s'emparer des sujets et de penser que chaque collaborateur peut faire la différence. D'accord, c'est aussi la capacité à évoluer collectivement, c'est ça que vous recherchez. Alors, on est dans un monde où la technologie est omniprésente. Vous insistez sur l'importance du contact humain. Comment Markel France trouve-t-elle l'équilibre entre cette innovation technologique et le besoin de proximité avec les courtiers, avec les clients ? Alors, il est vrai qu'on se dirige vers un monde où parler à un humain devient de plus en plus rare. Et alors, si effectivement cette technologie, ce mur technologique peut apporter beaucoup en termes de services et de rapidité, il est vrai que pas mal de problèmes ne trouvent pas leur réponse dans des solutions toutes faites. Et ce qui fera la différence demain, c'est effectivement les faiseurs de solutions que vous aurez au bout du fil au téléphone chez Markel. Donc vous, c'est vraiment, encore une fois, l'humain que vous privilégiez avant tout. C'est l'humain, c'est cette proximité et c'est cette possibilité que nous souhaitons continuer à offrir pour tous nos clients et nos courtiers. Merci beaucoup Vanessa Toledano. Merci à vous. Merci. Bonjour Sébastien Acedo. Bonjour. Vous êtes délégué général de la ROAM et nous allons parler ensemble d'IA générative et de talent. Alors,
en interne, dans leur organisation. Beaucoup d'entreprises ne voient que par l'IA générative. D'autres, au contraire, expriment des craintes, des inquiétudes. Quelles sont vos convictions ? Alors, vous avez raison de démarrer votre question par les craintes, puisque c'est souvent le premier sentiment qu'on a à l'égard de l'IA générative. Les Français, d'ailleurs, ne sont pas dupes et ont tendance à accentuer avec le temps cette défiance vis-à-vis de l'IA générative et de ses applications. On le voit d'enquête d'opinion en enquête d'opinion. L'an dernier, en juillet 2024, on était à 79% de Français qui jugent avec défiance l'IA. On était 10 points de moins l'année d'avant. Donc on a une augmentation, une aggravation finalement de cette défiance-là. Pour autant, nous, notre conviction, elle est un peu à rebours de cette défiance exprimée aujourd'hui par les Français. Oui, les collaborateurs ont des craintes sans doute légitimes, bien souvent fondées sur l'ignorance vis-à-vis de ces outils dont ils ont une mauvaise appréhension et n'ont pas encore l'usage en interne. Nous, on considère que ce serait une erreur de ne pas développer de cas d'usage, de s'imprégner de ces outils-là dans une organisation avec un cadre éthique, parce que ce serait passer à côté d'une orientation ou de changement stratégique important pour l'entreprise. C'est une technologie dont on ne sait pas aujourd'hui de quel côté tombera la pièce, mais dont il est important de continuer et de commencer à phosphorer autour de ces technologies. En tout cas, elle semble incontournable. Exactement. L'IA générative aura-t-elle la possibilité et va-t-elle remplacer certains métiers ? Ça fait partie aussi des craintes. Et pourquoi ? Alors, c'est le mythe. Nous, là aussi encore, c'est encore un peu tôt. On est au début de l'histoire de l'IA générative. On voit des premiers cas d'usage. On voit que certains métiers sont appelés à se transformer. C'est le prolongement de l'automatisation d'un certain nombre de tâches qu'on va voir s'accélérer et s'amplifier. On ne sait pas, ce que je disais à l'instant, de quel côté tombera la pièce. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter d'une vague de destruction d'emplois, la fameuse révolution des cols blancs dont certains chercheurs ou sociologues ont théorisé. Nous, on pense plutôt qu'elles seront une source d'enrichissement des compétences, d'enrichissement de la place du collaborateur en interne, vis-à-vis du client, vis-à-vis des offres, vis-à-vis des produits, encore plus dans des métiers de nos métiers du secteur de l'assurance qui ont besoin de concilier de l'efficacité, de l'instantanéité et de la précision dans les réponses apportées à leurs clients, et pas seulement au moment sensible, comme tout le monde le sait, du sinistre. Alors, ça ne va pas forcément remplacer certains métiers. En tout cas, elle peut renouveler des compétences, elle peut régénérer des talents. Oui, alors, c'est un vrai levier. Paradoxalement, on ne le pense pas spontanément, mais ça peut être un vrai levier de performance RH. C'est intégrer l'IA dans ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça peut être l'occasion de renouveler les compétences des collaborateurs déjà en place, faire entrer du sang neuf avec une maîtrise et une appétence pour ces outils-là qui peuvent d'une certaine façon irradier au sein de l'organisation et répandre des bonnes pratiques, des bons usages. Je pense qu'on a l'occasion aussi d'enrichir certains métiers traditionnels de l'assurance, comme la gestion de sinistres, l'indemnisation, la relation client, la souscription, des métiers qui ont longtemps fonctionné avec des règles et des méthodes de travail qui ne sont peut-être plus aujourd'hui ou qui nécessiteraient d'être réactualisées. Et l'IA générative peut être un formidable accélérateur pour ces métiers et susciter des nouvelles compétences et pourquoi pas faire émerger des nouveaux métiers. On n'est pas toujours, je dirais, condamné à exercer la même mission dans une entreprise, qui plus est dans l'assurance. On peut peut-être se découvrir d'autres talents. Et peut-être de nouvelles vocations. Ça veut dire que ça va transformer aussi la fonction RH. Alors oui, mais ça va la transformer à double titre, parce que ça va replacer la fonction RH finalement au cœur du dispositif, dans le sens où ce sont elles qui animeront, qui impulseront les plans de formation, les plans d'accompagnement, parce que la formation professionnelle, ce qu'on appelle la formation continue, elle va devoir s'adapter aussi au rythme de l'IA, des formations peut-être plus courtes, plus certifiantes, peut-être moins de cours magistraux et des formations plus directement opérationnelles avec les outils. Donc et le RH va être un acteur et un artisan de cette accélération de la formation. Et puis son métier lui-même aussi va être profondément bousculé sur les recrutements, sur les évolutions de carrière, sur l'évolution des compétences, on en parlait à ce moment-là. Ces outils-là peuvent
enrichir aussi, faire ce qu'on appelle générer un DRH augmenté, à condition d'éviter des écueils comme la standardisation, par exemple pour les candidatures, ne pas trier des CV de façon trop automatique, qui pourrait écarter ce qu'on appelle aujourd'hui les profils un peu atypiques, qui peuvent aussi, on parlait de talents, qui peuvent être une richesse dans une société d'assurance. Oui. Alors la ROAM est très active en la matière. Il y a par exemple la ROAM Academy pour acculturer, pour sensibiliser à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous voyez l'intégration concrète de l'IA générative dans nos entreprises? Alors, ROAM, vous l'avez dit, on rassemble aujourd'hui à peu près 80 entreprises d'assurance qu'on qualifie à taille humaine. C'est des PME, c'est des ETI de l'assurance, qui ont souvent un lien de proximité avec leurs clients, leurs sociétaires, leurs adhérents. Et on pense que l'IA peut être utile à double titre. Le premier, on pense qu'il faut promouvoir, nos adhérents peuvent promouvoir une IA éthique, une IA générative éthique. C'est-à-dire qu'on va, après la phase d'acculturation et de sensibilisation, on va s'intéresser à quelle charte d'usage et de bonnes pratiques de l'IA générative on peut faire émerger dans ces structures. Il ne faut pas oublier que parfois, certains collaborateurs peuvent avoir la tentation d'utiliser leurs propres outils d'IA générative pour poser des questions avec des données clients. Il faut avoir une gestion raisonnée et responsable de l'IA générative. Donc on pense qu'on peut être un acteur pour faire émerger un cadre éthique de l'usage de l'IA générative pour nos membres. Et puis le deuxième volet, on pense qu'on a un enjeu de responsabilité en tant qu'entreprise à taille humaine, de proximité, présent dans nos territoires. On pense que eh bien, peut-être qu'on a une responsabilité supplémentaire à défendre l'emploi et à ne pas considérer demain que l'IA générative doit remplacer, elle doit plutôt enrichir le collaborateur, enrichir la relation client plutôt que d'agir à la place du collaborateur. Merci beaucoup Sébastien Sédot. Merci à vous. Deux invités maintenant pour parler de l'engagement, quand ça facilite l'attractivité et la performance. On accueille Sophie Létang, secrétaire générale engagement et prospectif de Garance, et Anthony Courbet, directeur du Capital Humain. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là. Alors vous insistez sur la différence entre marque employeur et identité employeur. Oui, parce que chez Garance, on a décidé effectivement de partir vraiment et de construire sur l'identité, sur l'âme de Garance. Garance, c'est une entreprise qui a vraiment une singularité. Et quand vous travaillez parfois sur la marque employeur, vous pouvez être amené à travailler sur une vision idéalisée ou de ce que vous aimeriez effectivement exprimer ou manifester. L'objectif de l'identité employeur, c'est une authenticité. Qu'est-ce que vivent au quotidien nos équipes ? Comment fonctionne la culture d'entreprise de Garance. Et elle est forte, cette culture d'entreprise. Donc on assume que certains candidats ne seront pas forcément faits pour être chez Garance. Et du coup, ça permet d'avoir un vrai matching au moment du recrutement, de réussir nos recrutements, parce qu'Anthony et ses équipes ont beaucoup travaillé ces dernières années, avec finalement peu de loupés et une vraie fidélisation. Les choses sont claires et encore une fois, c'est une vraie rencontre. L'objectif, c'est que le candidat devienne un collaborateur qui s'épanouisse et qui trouve le cadre propice pour lui à cet engagement-là. D'où l'identité employeur. Et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous utilisez pour mettre en avant cette authenticité ? Ah oui, vous avez un micro chacun d'ailleurs. Un micro chacun, on n'est pas obligé de partager. C'est cool. Parité. Déjà, on a plusieurs leviers en interne. On travaille essentiellement en intelligence collective. L'ensemble de nos projets qu'on lance, on embarque dès le départ tous nos collaborateurs en mode co-construction. Ça, c'est quelque chose de très important chez Garance. Donc, on n'est pas comme ça dans une stratégie de conduite du changement. Dès le départ, c'est eux qui amènent le changement. On cherche vraiment à être, comme on appelle, une entreprise dite transformative. Et on a mis en place aussi, maintenant, il y a un peu plus d'un an, sous l'impulsion de Sophie, le lab Dessine-moi Garance demain. Comme son nom l'indique, c'est avoir un coup d'avance sur certains sujets. L'an passé, on a travaillé sur l'hybridation au travail. Toujours beaucoup de problématiques. Des fois, on entend pour ou contre le télétravail, mais finalement, c'est comment on fait du télétravail. Et cette année, on en a parlé tout à l'heure sur la place des seniors, c'est avec l'allongement des carrières professionnelles, parce qu'on va tous travailler plus, on l'a tous découvert. C'est finalement aussi quelle est la place des seniors dans l'entreprise. Et notre métier, c'est notamment l'épargne retraite. Donc, c'est aussi comment on va accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et le lab est composé de collaborateurs, et pas des managers, des collaborateurs cadres, non cadres, des volontaires qui s'intéressent sur le sujet, qui ont même choisi le sujet, parce qu'on avait proposé plusieurs sujets. Donc on embarque vraiment dans cette culture de la transformation. Le deuxième levier, c'est on investit beaucoup dans le développement professionnel. Bon,
là comme beaucoup de nos confrères. Là, on essaie d'aller plus loin, c'est aussi investir sur les envies plus personnelles de nos collaborateurs. On a notamment un programme qui s'appelle Talent Plus. Tous les ans, quelques collaborateurs qui souhaitent porter et réaliser un projet personnel, on leur donne un accompagnement humain, temps, parce qu'ils ont aussi des journées dédiées à ça, et financier, parce qu'on finance aussi. On a accompagné des personnes sur l'ouverture d'un gîte, voilà, autour du cheval, j'ai fait ça le week-end. Une autre personne sur un cycle pour être coach. On a aussi une personne qui a amené une communauté de coureurs chez Garance. En tout cas, il a essayé d'animer cette communauté de coureurs. Et ça nous permet aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de compétences, d'humains, mais l'entreprise, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de vie. Donc on est dans un contexte de travail flexible, hybride, c'est comment on donne aussi envie aux gens de travailler ensemble. On aura de la performance que quand les gens auront envie de travailler ensemble et pas être un peu chacun dans ce couloir de nage. Donc dans cette dynamique-là, comme Talent Plus, on va lancer aussi cette année des communautés d'apprentissage où chacun va pouvoir apporter une passion dans l'entreprise. Et notamment, on en a aussi un peu parlé, c'est le hasard, c'était pas prévu. En plus, elle est dans mon équipe qui fait la méditation, les profs de yoga aussi à côté. Décidément. Et on va proposer notamment dans la première communauté d'apprentissage, c'est de la méditation en effet pour aussi, voilà. Donc c'est sur base de volontariat, on a et partager, avoir ces temps de vie et ces temps de rencontre. Et de manière globale, c'est offrir un cadre de travail épanouissement, stimulant. Exigeant, parce qu'on est aussi assez exigeant. Ça n'empêche pas, comme disait un peu Achille, ça n'empêche pas la performance, mais ça n'empêche pas de prendre du plaisir dans cette performance. Et offrir un cadre de travail aussi physique, c'est un travail qu'on entreprend, parce que finalement, pourquoi venir au site en entreprise si finalement ça peut rester derrière mon ordinateur. Voilà. Qu'est-ce qui fait aussi je viens sur site et pas je reste en télétravail chez moi. Donc, et on retrouve justement cette identité très forte où on considère effectivement que quand vous rentrez chez Garance, vous rentrez dans cette communauté garancienne. Et on parle de nous comme une communauté garancienne qui embarque l'ensemble des parties prenantes, nos élus, nos collaborateurs, nos consultants, les prestataires, enfin vraiment évidemment au cœur l'expérience client et donc nos adhérents. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment une vie chez Garance. Et on organise cette identité autour de cette vie chez Garance. Alors grâce à vous, j'ai découvert un nouveau mot, l'engagomètre. Racontez-nous à quoi sert cet outil. Alors, je vais laisser la parole à Anthony, mais l'idée de l'engagomètre, c'est d'avoir une vision vraiment dynamique de l'engagement de nos collaborateurs. Et de faire en sorte que cet engagomètre il soit vraiment au cœur de notre culture d'entreprise, qui a donné lieu à un manifesto, qui a été autour de 2 thématiques fortes pour nous. Ça a été tous acteurs. On a une culture d'entreprise très forte autour donc, de l'entrepreneur. Donc comment on est acteur Anthony l'a dit, dans tous les projets professionnels, dans notre parcours professionnel aussi, et puis tous au cœur de l'expérience client. Parce qu'on est tous là, d'abord et avant tout, pour le client, pour l'adhérent, pour le prospect. Et donc dans cet engagomètre, on a essayé vraiment de se concentrer autour de ces thématiques-là pour avoir une vision à 360 très dynamique. C'est pour ça qu'il est fait plusieurs fois dans l'année, où on va effectivement avoir un retour sur l'individu, un retour sur la perception managériale et un retour sur la partie strat. C'est hyper important que nos collaborateurs puissent effectivement nous dire on est aligné, on a compris, on l'est pas et pourquoi. Et bien sûr derrière tout ça évidemment partagé à l'ensemble de la communauté garancienne. En premier lieu, évidemment, le comité exécutif qui va pouvoir valider ensemble ensuite les plans d'action qui vont pouvoir être mis effectivement en place. Plans d'action où on va les co-construire aussi avec les intéressés. Et ce qui nous a permis effectivement d'avoir d'ailleurs des progressions assez fortes grâce justement à ces actions. C'est quoi les impacts? Et ce n'est pas que des plans d'action RH, je le précise. Ça intègre aussi l'ensemble de tous les métiers. À partir du moment où il y a une demande de nos collaborateurs, puisqu'ils nous challengent aussi, ils sont exigeants aussi, parce qu'on est exigeants, donc ils sont aussi en réciprocité. Mais voilà, donc c'est pas que du RH, c'est aussi l'ensemble de l'entreprise qui est impliqué dans l'engagomètre et dans ce plan d'action. Et en impact, ça donne quoi? En impact, déjà, ça ouvre la liberté de parole. On voit que le taux de participation augmente. Il était déjà bon au démarrage, même très bon, mais il augmente. Là aussi, il y a une satisfaction, c'est qu'il y a de plus en plus de verbatim. Parce qu'un chiffre, une note, 8, 9, qu'est-ce qu'on met derrière, ça, voilà. Donc la parole se libère, on a de plus en plus de verbatim de manière plus précise, plus poussée. Donc ça aussi, c'est un point de satisfaction. L'engagomètre intègre également un NPS. Vous connaissez tous le NPS client. On a le NPS collaborateur, promoteur, détracteur. Au démarrage, on avait une hétérogénéité entre les métiers. Voilà, et là, ça a bien évolué suite aux différents plans d'action, où là, on voit une belle homogénéité et l'ensemble de notre NPS est positif et même très positif. Donc, on voit aussi que le plan d'action porte ses fruits. On arrivait aussi à bien embarquer tout le monde sur certains sujets. Et grand point de satisfaction, parce que et là, je reprends Sophie qui dit souvent l'or noir aujourd'hui, c'est l'engagement des collaborateurs. On a 95% de nos collaborateurs qui se déclarent
voilà, une visibilité de 12 à 24 mois dans l'entreprise. Voilà. Et voilà, on sait qu'on peut compter sur eux, qu'ils sont pas, voilà, il n'y a pas de risque de départ. Donc ça aussi, c'est un autre signe. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, l'engagomètre nous permet aussi d'être challengé. Et ça permet aussi de remonter des demandes des collaborateurs. Et notamment, là, récemment, ils nous demandent beaucoup plus de visibilité sur les projets autour de l'expérience client, parce qu'on leur demande d'être client-centric. Et justement, ils nous demandent, donnez-nous aussi la visibilité. Donc, on a mis en place notamment une sorte de conférence sur l'heure du déjeuner qui explique en effet les projets où on en est, où on veut aller. Un dernier mot, peut-être ? Ouais, c'est ce qui est extrêmement intéressant dans l'engagomètre, c'est qu'un des enjeux de nos entreprises, c'est de faire de l'individuel dans du collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des parcours hyper individualisé avec vos collaborateurs, comme vous le faites avec vos clients. Donc c'est une relation de confiance, c'est une relation de proximité. Dans un monde qui n'arrête pas de bouger, on leur demande une énorme adaptabilité. Et en fait, l'engagomètre, c'est un outil extraordinaire pour faire justement de l'individuel dans du collectif et construire aussi ce collectif grâce à toutes ces remontées individuelles. Parce que ça nous sert aussi dans nos rituels managériaux, ça nous sert aussi dans ce qu'on peut mettre en place dans la culture managériale. Donc c'est un très bel outil, encore une fois, où l'individu est au cœur du collectif. Merci beaucoup à tous les deux pour votre engagement. Alors, dans quelques instants, on va arriver au dernier palmarès, mais d'abord, ces petites vidéos, transformation et performance, ce sont deux mots-clés importants pour l'industrie de l'assurance. Illustration tout de suite. Bonjour Vincent Lelon. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président d'Allianz. Allianz contribue opérationnellement à la mise en œuvre de la stratégie de transformation des acteurs de l'assurance. Vous croyez à l'approche positive de la transformation, celle qui réussit et préserve, celle qui fait grandir. Votre focus, la transformation réussie, Vincent. Pourquoi êtes-vous focalisé sur ces enjeux de transformation ? D'abord parce qu'on constate depuis une trentaine d'années que les choses ont évolué en 3 temps. Il y a 30 ans à peu près, les transformations se faisaient par grands pans, alors que ça soit de la technologie, de la société ou des offres. On voit que dans le monde professionnel, il y avait des grandes transformations, puis on avait le temps de les ingérer, puis on passait à autre chose. Et puis depuis une vingtaine d'années, on est passé dans la transformation continue, c'est-à-dire que les choses ne se sont plus arrêtées. Et puis depuis 5 ans à peu près, on est rentré dans le bouleversement continu, c'est-à-dire que les transformations, elles s'enchaînent de plus en plus vite, de plus en plus fort. Donc on est dans un monde en bouleversement continu. Face à ça, les acteurs de l'assurance, nos clients, doivent adapter, transformer en profondeur leur modèle opérationnel. Et donc, ils ont des enjeux majeurs de transformation. Et paradoxalement, ces transformations réussissent de moins en moins, parce que les choses sont de plus en plus complexes, parce qu'elles sont de plus en plus interconnectées. Et donc, on se retrouve avec des enjeux majeurs de transformation et des transformations qui réussissent de moins en moins. Et le seul objectif d'Allianz, c'est de faire en sorte que ces transformations réussissent un peu plus. Alors, Vincent, justement, très concrètement, comment abordez-vous ces enjeux aux côtés de vos clients ? Nous, notre premier objectif, c'est d'avoir créé un collectif de partenaires qui sont des gens qui ont tous le même profil, qui ont à la fois une expérience opérationnelle éprouvée, que ce soit en direction générale ou en direction opérationnelle d'entreprise, et une expérience dans la transformation qu'ils ont menée soit au sein des entreprises, soit par des expériences de conseil. Et cette expérience-là forte, on la met au profit de nos clients, les assureurs, selon 2 axes. Le premier qui est de les accompagner sur leur transformation, mais c'est du conseil, mais c'est faire du conseil autrement, parce que les gens qu'on mobilise sont tous des gens qui ont à la fois une expérience opérationnelle et une expérience de transformation. Finalement, notre sujet, nous, c'est plus d'être dans la réalité du ring que dans la beauté du geste. L'image est sympa. En tout cas, vous avez développé une approche nouvelle aussi, l'alter ego. Absolument. Alors, expliquez-nous. L'alter ego, c'est partir du fait qu'on a souvent beaucoup investi pour aider à penser. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être investir pour aider à agir. Et donc, on a réfléchi à comment aider en agissant nos clients. Et là-dessus, on s'est rendu compte que dans les transformations, il y avait un élément clé qui était le management. Le management, c'est une clé pour la réussite de la transformation, mais aussi pour sa pérennisation. Or, souvent, dans les transformations, le management, il est en danger. Et donc, nous, notre idée, c'est comment on peut faire pour, en agissant aux côtés des managers, les aider à réussir. Et c'est pour ça qu'on a créé le concept de l'alter ego. Alors, c'est quoi l'alter ego ? Ça consiste en quoi exactement ? Alors, pour l'expliquer, le plus simple, c'est de raconter une histoire. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Béatrice, Roger, Gaëtan et Hugo. D'accord. Béatrice, la directrice, quand elle veut transformer son entreprise, se dit « je vais faire appel à mon management ». Et elle a raison. Elle croise Roger le manager, elle dit à Roger le manager « je compte sur toi pour transformer ton périmètre ». Roger le manager, il considère ça comme légitime, valorisant, enfin il est manager quand même. Oui. Sauf que très vite, ça va lui poser 3 problèmes.
Premier problème, il n'a pas la bande passante. Il est à 100 voire 120% sur ses tâches opérationnelles. Deuxième problème, la transformation, il ne sait pas très bien comment ça marche. Et du coup, il a un troisième problème, c'est que la transformation, ça lui fait un peu peur. Alors voyant ça, Béatrice, la directrice, qui comme vous et moi sommes convaincus de la transformation positive, celle qui réussit, qui préserve et qui fait grandir, dit « Ok, je comprends, on va t'aider, on va faire venir Gaëtan le consultant ». Arrive Gaëtan le consultant, et Gaëtan le consultant, il travaille d'arrache-pied avec Roger le manager pour définir sa cible, poser sa stratégie de transformation, la décliner en trajectoire de transformation, déployer les outils de pilotage et de planification qui vont bien, bref, un super boulot. À la sortie de ça, Roger, il a des super slides, des super outils, mais il n'a pas commencé à transformer, et il a même plus de travail qu'avant. Il a sur le dos Béatrice, la directrice, qui regarde s'il se transforme bien son périmètre, puis à côté, il y a Gaëtan le consultant qui regarde s'il applique bien son plan de transfo. Bref, le pauvre Roger, il a plein de trucs, il n'a pas commencé à transformer, et il a plus de travail qu'avant. Donc nous, notre idée, c'est de créer la fonction de Hugo, l'alter ego. Hugo, l'alter ego, c'est créer un binôme avec Roger le manager. Ce binôme se partage et les tâches opérationnelles et les tâches de transformation. Ils réalisent ensemble cette phase de transformation. À la fin, Hugo, l'alter ego, s'en va et Roger reste aux manettes de son entité transformée en ayant grandi sur l'appréhension de la transformation. Voilà, c'est ça, Hugo, l'alter ego. C'est pas un coach, c'est pas un consultant, c'est pas un manager de transition, mais c'est les trois à la fois. En tout cas, l'histoire de Béatrice sort l'histoire vécue. Hein. Ah oui. Je crois que des années d'expérience. Elle était très concrète. Donc, un alter ego, c'est qui exactement, Vincent? Alors, un alter ego, c'est quelqu'un qui doit avoir à la fois une expérience opérationnelle et une expérience de transformation, assez proche de celui qui va aider, mais il doit avoir aussi trois autres qualités. Il doit avoir un savoir-faire de pédagogie et de transmission, il doit avoir un savoir-être de bienveillance, d'empathie, avec un profil de leadership qui fait qu'il ne va pas essayer d'aller piquer le poste de, Hugo, de Roger, le manager, tous les 4 matins, et puis il doit avoir un bon niveau d'énergie. Et pour mesurer ces trois éléments-là, on a mis en place un dispositif d'assessment spécifique avec Alexander Hughes, qui est une belle marque, pour sélectionner les alter ego parmi les freelances qui sont sur le marché. Ça marche aujourd'hui? Ça marche très bien. On a démarré, alors les activités de l'alter ego ont démarré depuis environ 1 an, donc on a une dizaine de missions en cours. Assez peu sont achevées aujourd'hui, mais on peut considérer que oui, ça marche très bien, et ça marche très bien sur les deux pans. C'est-à-dire à la fois d'aider à réussir un enjeu de transformation, qui peut être une nouvelle organisation, qui peut être la remise en place de performance, et de faire grandir le manager et ses équipes d'ailleurs. Et effectivement, les missions qu'on a vues aujourd'hui se déroulent très très bien. En quelques mots, Vincent Lelong pour conclure. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est rentré dans un monde qui est en bouleversement continu, réellement. Que les enjeux de transformation sont majeurs et réussissent de moins en moins. Que dans ce cadre-là, on a souvent le réflexe d'aider à penser et qui serait peut-être bien d'aider à agir. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on fait, c'est mettre des talents au service de vos talents et ça fonctionne. Merci Vincent Lelong. Merci Jean-Luc. Bonjour Mélanie Montel. Bonjour. Vous êtes directrice du capital humain et de la RSE du groupe Impérial. Bonjour Fabrice Grière. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Impérial. Merci de votre présence. Nous allons parler transformation ensemble, transformation de votre entreprise et surtout de l'apport du capital humain dans cette transformation. Première question, Fabrice, la transformation de votre entreprise est pour partie la réponse à des modifications structurelles de votre marché, la PSC en particulier. Quels étaient les principaux enjeux, les principaux impacts de cette transformation? Alors tout d'abord, les impacts ils sont conséquents, mais la transformation qu'on a engagée, on l'a initiée il y a déjà 4 ans dans le cadre d'un projet d'entreprise qui s'appelle Hermione. Et ce projet d'entreprise, évidemment, a pris une actualisation avec la mise en place de la PSC. Alors, pour les non-initiés, je ferai peut-être une petite incise pour expliquer en quoi ce changement est majeur. Mais au-delà de ça, on avait également d'autres volets de transformation. Un volet économique, comme tout projet d'entreprise. Un positionnement également un peu différent, puisque nous voulons être également un acteur de la transformation de la fonction publique. Et le dernier axe de tout projet d'entreprise qui se respecte, c'est effectivement l'ancrage au niveau de l'intelligence collective, et c'est un peu le sujet sur lequel on va revenir. Alors la PSC, pour les non-initiés, c'est quoi? C'est la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Dit autrement, c'est aligner les agents de la fonction publique sur ceux du privé, en termes de couverture sociale complémentaire, d'abord en santé, et puis dans un deuxième temps, la prévoyance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un fonctionnaire n'a pas de contrat collectif santé obligatoire, il n'a pas ou peu de participation de son employeur, et l'enjeu de la réforme, c'est bien ça. Donc c'est cette avancée
qu'est la PSC. Et donc, au-delà de l'avancée sociale majeure, c'est également un défi à relever pour les mutuelles comme les nôtres, les mutuelles historiques de la fonction publique, puisque notre métier, jusqu'à présent, ça consistait à gérer du contrat santé individuel facultatif. Et là, on passe de contrat groupe, de passer à des contrats collectifs obligatoires, comme on connaît tous en tant que salarié du privé, avec l'impact du changement à tout niveau, que ce soit des process, des outils informatiques, du modèle économique et des compétences des collaborateurs. Et puis, c'est un côté quand même assez inédit, la PSC, puisqu'on parle de contrats qui, pour les plus petits, font 50 000 adhérents salariés, plus leurs ayants droit. Et les populations que nous couvrons au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur, c'est 100 000 ou 200 000 adhérents. Inédit de par l'ampleur, inédit de par les délais, puisque une fois que les décisions ont été prises par les ministères, on aura 6 mois pour mettre en place ces énormes contrats. Inédit également pour les ministères et les agents de la fonction publique, parce qu'ils vont découvrir les services RH, quel est le rôle d'une DRH dans toute entreprise du secteur privé par rapport à son assureur du contrat santé ou prévoyance, et pour les agents eux-mêmes. Donc vous voyez, sur tous les vecteurs, on amène des transformations. La moindre des choses, c'est d'accompagner nos équipes en matière de transformation. Et justement, la transition est excellente. Merci Fabrice. Donc un contexte de transformation assez colossal. Vous l'avez fort bien décrit. Quelles ont été les grandes orientations opérationnelles à destination des collaborateurs et du management en particulier ? Alors, en bon français, notre activité, c'était du B2C, c'est-à-dire qu'on vendait des contrats à des agents de la fonction publique de manière unitaire et on les gérait de manière unitaire. Là, vous êtes en B2B2C ? B2B, B2C, et puis avec du B2B très très gros, parce que même dans le secteur privé, des contrats à 100 000 ou 200 000 salariés, c'est quand même pas le lot commun. Donc, on voit bien qu'il y a toutes des transformations en matière de processus, d'outils informatiques, de compétences nouvelles. La DSN va faire son entrée dans la fonction publique, à la fois pour l'émetteur et le récepteur. Donc, et puis, quand on a des très grands comptes, à minima, on se doit de mettre en place des équipes dédiées à de la relation grand compte, en complément de la relation avec les adhérents en direct. Mélanie Mantel, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Fabrice ? Oui, parce qu'effectivement, toutes ces transformations, elles impactent évidemment toutes nos équipes. Alors, certaines beaucoup plus que d'autres, si on cite la gestion ou les équipes commerciales sur le terrain. Et donc, notre objectif, c'était vraiment de les accompagner le plus en amont possible pour qu'ils soient prêts le moment venu. On a aussi un enjeu de créer des habitudes de travail agiles, de développer la capacité à agir en mode projet. On a un vrai enjeu d'embarquer toutes nos équipes, c'est indispensable, tout le monde est concerné et ça commence évidemment par les managers, on en parlera tout à l'heure, on a développé un nouveau parcours managérial et puis ça impacte aussi notre communication, informer le plus régulièrement possible avec le plus de transparence possible nos collaborateurs. On a mis en place, et Fabrice en reparlera, des coffee meetings. Le dernier en date de fin janvier nous a permis de réunir 365 collaborateurs qui nous ont écoutés et surtout auxquels on a répondu sur nos enjeux d'organisation et d'évolution. Alors au-delà des outils, pour accélérer la transformation d'Interial, je suppose qu'il faut une bonne dose de conviction, d'état d'esprit positif, d'engagement avec un S à la fin, c'est ça Fabrice ? Oui, alors conduite du changement, c'est un exercice de style tous les matins. Conduite du changement dit réaction par rapport au changement, résistance au changement, vous connaissez l'adage. La résistance au changement, c'est la fidélité au passé. Donc, tant que l'on ne donne pas le sens de la transformation, il est vain de vouloir agir et d'accélérer la transformation. Et donc là, on a eu de cesse, et encore aujourd'hui, d'abreuver nos équipes, nos collaborateurs, d'explications, de pédagogie autour des raisons de cette transformation, de ce changement de paradigme, comme on dit. Mais pour que ce soit efficace, il faut créer les conditions d'une communication qui porte ses fruits. C'est créer les conditions pour que les collaborateurs se sentent autorisés à exprimer des craintes, à formuler des questions. Et donc Mélanie reviendra un peu sur l'accompagnement des managers. Nous, ce qu'on a au niveau de la direction générale, choisi d'intensifier, c'est les coffee meetings, alors que ce soit le matin ou l'après-midi, parce qu'on a des collègues qui sont dans l'outre-mer, donc il faut tenir compte aussi des décalages horaires. Mais d'intensifier ces prises de parole en ligne directe, direction générale, collaborateurs, avec ouverture aux questions et jouer de la transparence et dire quand on ne sait pas, entendre les craintes, apporter les éléments d'explication
et surtout expliquer où on en est dans la transformation et l'avancement du projet. Si on ne communique pas, on sait que d'autres s'en chargeront. Donc il faut créer cette fluidité. On a également travaillé sur l'ergonomie des espaces. Alors, le Covid et le télétravail nous y a aidés, mais on est passé en flex office généralisé, y compris au niveau de l'équipe de direction. Évidemment, c'est des périodes pendant lesquelles on échange beaucoup avec les partenaires sociaux, et c'est normal. Et puis, il y a un relais essentiel, c'est le volet managérial et nos équipes de managers qui sont sur le terrain en émission et en réception d'informations. Et du coup, pour soutenir ça, en fait, nos managers, depuis 5 ans, on anime un comité de culture managériale qui, là, sur l'année qui vient de s'écouler, a travaillé sur le portrait du manager intérieur en intégrant tous les enjeux que les managers doivent porter et qui nous a également aidé à construire notre nouveau parcours manager. Alors, on a fait un mix de formation en présentiel avec des thématiques spécifiques pour comprendre, pour expérimenter, du e-learning, des ateliers animés par des formateurs en interne, du coaching, du co-développement, bref, un dispositif vraiment complet. Et puis, bien sûr, les dispositifs classiques, hein, les entretiens annuels, les people review. Et en parallèle de l'accompagnement des managers qui est vraiment poussé, la formation aux nouvelles compétences, là, sur les 4 derniers mois, de novembre 24 à février 25, on a formé nos 128 collaborateurs commerciaux à plus de 10 jours de formation pour qu'ils soient prêts sur le terrain à déployer. Donc la formation, c'est vraiment notre axe le plus fort en essayant d'être créatif et de faire plus avec moins, une plateforme e-learning, bref, un dispositif qui a été aussi développé pour mettre la formation à disposition de nos collaborateurs. Fabrice Rière, on va conclure cet échange. Quand une entreprise doit se transformer aussi rapidement, vous l'avez évoqué, c'est quoi la recette la plus performante pour vous ? Alors, si c'est la plus performante, je vous le dirai à la fin, mais bon, dans tous les cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est évidemment l'humain au cœur de la transformation, l'alignement également de la gouvernance politique aux équipes terrain. Il est important d'avoir de la cohérence et de montrer que tout le monde est aligné vers la même direction et avec les mêmes enjeux et les mêmes priorisations. C'est être aux côtés des managers, dont on sait qu'ils sont en ligne directe en permanence, en plus de tout le reste, de les aider à réaliser, et puis communiquer sur le sens et favoriser l'expression et la remontée des informations, des interrogations et des craintes. Mélanie Montel, merci de votre présence. Fabrice Rière, merci à vous. Merci à vous. Merci. Et on en arrive aux 2 derniers palmarès. Et pour les présenter, merci d'accueillir Joanne Renaud, président du groupe GPA, et Jean-Luc. Alors, vous allez nous expliquer les talents qu'il faut pour passer de la vieille casse automobile. On vous a vu tout à l'heure en vidéo, on a une image voilà, de la vieille casse automobile, à un leader du recyclage en Europe, une 2e gigafactory de recyclage d'automobiles en France. Comment on fait ? Je pense que déjà il y a la question du temps long. On a dit, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, que c'était une entreprise familiale. C'est donc 62 ans qu'on itère, qu'on teste des choses. Et ce que vous me demandez, c'est un peu notre recette secrète, la recette de. C'est exactement ça. Je veux bien vous la donner. Je pense que personne ne veut ouvrir une usine de recyclage. Donc je vais vous donner les clés. Mais ouais, le temps long, un truc essentiel. Beaucoup de choses vraiment passionnantes ont été dites ce soir. Mais peut-être que, puisqu'on est une entreprise familiale, je vais m'appuyer sur notre histoire. Mes grands-parents ont commencé par le désir, en fait. Le désir, c'est un moteur incroyable. Le désir qui fait bouger les hommes. Le désir de se sortir d'une certaine forme de précarité qu'ils vivaient à ce moment-là. Le désir de fonder une famille. Le désir de transmettre quelque chose. Le désir d'impacter. Le désir d'entreprendre, etc. Aujourd'hui, moi, c'est aussi le désir de transformer qui m'anime. Le désir de développer, de transmettre à mon tour. C'est aussi une méthode passionnante que j'ai appris dans ma campagne. C'est la méthode BSP. C'est le bon sens paysan, c'est le pragmatisme, la simplicité, c'est de la bienveillance, ça a été dit 1000 fois, mais aussi de l'exigence, ça a été dit, de l'humilité beaucoup, je pense que ça a été moins dit, l'humilité, le doute, la culture du doute, le droit à l'erreur et le devoir d'essayer, c'est des bonnes méthodes, et puis un ingrédient fondamental, on a parlé toute la soirée des talents, donc recruter des talents, les attirer,
je pense que l'ingrédient un peu magique qu'on a dans les boîtes familiales, je ne sais pas si vous pouvez l'avoir chez vous, c'est l'amour. L'amour, les actes d'amour et les preuves d'amour. Voilà, ça c'est un moteur vraiment, vraiment puissant. Et c'est ce que je vous conseille. Désir et amour, voilà ce qu'on retient. Bon, hein, c'était inattendu ça. On en vient, merci beaucoup, au palmarès Innovation, Prospective, R&D. Merci pour cette avant-dernière catégorie et merci au groupe GPA d'ailleurs parce que vous allez, grâce au groupe GPA qui est installé dans ce magnifique département français qu'est la Drôme, vous allez repartir avec une belle boîte de nougat, c'est ça, Johan? C'est ma preuve d'amour. Voilà. Donc, on le remercie de cette attention. C'est vrai que c'est pas que des mots, il y a des preuves d'amour et là, on en aura l'illustration concrète. Avant-dernier palmarès, Prospective R&D. Si nous pouvons avoir les collaborateurs qui ont été désignés par le jury. Voilà, bah écoutez, oui, on peut les applaudir, pardon. Oui. Je suis un petit peu surpris. Oui, oui, c'est ça, ok. Innovation, prospective et R&D. On a quelques lauréats lauréates qui sont présentes. Nous avons que des dames ce soir. Bon, bah, écoutez, félicitations en tout cas. Je crois qu'on peut vous applaudir. Bravo. Bravo. Qui répond à la question bête, bah, vous avez une chance sur deux. Donc, Anessa, vous avez le micro. C'est quoi l'innovation en 2025 pour vous? C'est centré sur le client, le collaborateur? Tu dis presque tout déjà. Alors, je pourrais dire client, collaborateur, on a entendu IA générative, on a entendu symétrie des attentions. Mais bon, si on parle des talents de l'assurance, je vais être un peu en décalage. Pour moi, l'innovation, c'est cultiver la passion, c'est donner envie aux équipes. C'est savoir garder les talents, c'est donner du sens et embarquer au quotidien. Voilà, pour faire court. Valérie, un petit commentaire. C'est quoi l'innovation 2025 de votre côté? Je rajouterais que pour nous, c'est les adhérents, mais c'est aussi les patients, c'est aussi les résidents, parce que ça fait l'entièreté du groupe. Et les secrets pour nous, en innovation, c'est au plus près du terrain, engager, faciliter et partir des besoins. Voilà, et on la joue groupe aussi, parce que des fonctions centrales en innovation, finalement, ça n'a pas de sens. Ça doit aider et accompagner. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce rôle depuis 10 ans, c'est d'être aux côtés de tout le groupe et de tous les collaborateurs et les métiers. En tout cas, bravo, merci d'être avec nous. Merci à toutes les deux. Vous ne repartirez pas sans vos casquettes. Merci beaucoup. Bravo. Et on en vient au tout dernier palmarès. Ça, c'est marrant. DG, DGD, DGA. Voilà. Allez. Le dernier, après on pourra passer un moment de convivialité. Cocktail, oui. Dernier palmarès, DG, DGD, DGA, si nous pouvons avoir la liste des délibérations et les résultats. Il y a du monde là normalement, donc venez nous rejoindre. Les délibérations. Alors, est-ce que nous avons encore quelques... Je sais qu'il y a un match de foot ce soir, non? Donc il y a peut-être des supporters du PSG qui sont attendus. Bravo. Oula, il faut beaucoup de casquettes là. Là, il faut beaucoup de casquettes. Là, il y a du monde. Hein. Bravo. Bravo. Bravo, félicitations. Je vous donne le micro, vous passez à qui vous... Qui veut répondre à ma question bête qui n'est pas connue à l'avance? Cécile? Allez, question bête. Mesdames, messieurs, vous avez besoin de talent. Hein, ça, vous en avez vous-même, mais vous en avez besoin. Quelles sont pour vous les caractéristiques fondamentales dont vous avez besoin dans votre entreprise? Les deux caractéristiques fondamentales. La curiosité et la capacité à sortir de la boîte logique et trouver des solutions. Out of the box, comme diraient certains. Les solutionneurs, on a entendu, nous sommes des solutionneurs. Eric, t'en penses quoi? Eric? Chez SPJ, je dirais l'endurance. C'est important. C'est un marathon. C'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Voilà. Allez, on fait suivre. On veut tout savoir votre vision. On a parlé tout à l'heure du temps long, en fait, et finalement, pour l'assurance, c'est assez facile de gérer le temps long, c'est notre métier. On a parlé du temps court, et gérer les urgences, c'est aussi notre métier de DG. Moi, une vraie qualité des talents, c'est de gérer le temps large. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être extrêmement ouvert sur l'ensemble de notre écosystème. Gérer le temps large, Laurent?
Oui, moi je rajouterais aussi la longévité. Je rejoins mon ami là, Jean-Manuel. On va rejoindre la Senior for Good. Senior for Good. Donc, voilà. Les seniors sont en forme ce soir. Hein. Oui, je crois que tout a été dit. Il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est l'écoute attentive, c'est être ouvert. C'est aussi s'intéresser évidemment en premier lieu à la performance de son entreprise, parce qu'elle doit être solide pour que puissions respecter nos engagements vers nos assurés. Mais aussi, il faut savoir évidemment être ouvert et s'intéresser au bien commun. Et je crois que ça, c'est la grande direction que prennent beaucoup d'entreprises, et tant mieux. S'intéresser au bien commun, Isabelle Lebotte. Comme je bavardais, j'ai pas entendu la question en fait. C'est quoi les caractéristiques des talents dont vous avez besoin aujourd'hui, là, maintenant? Des personnes innovantes, authentiques, et puis qui font surtout. Voilà. Bravo. Sébastien? Oui, c'est moi qui suis responsable si elle n'a pas écouté la question, mais c'est parce que c'est normal, chez WAM, on discute beaucoup et on échange beaucoup, donc on a... Mais alors, voilà. De quoi avez-vous besoin en termes de talent? Voilà, on a besoin d'engagement, voilà, de l'engagement, c'est important. D'accord. Virginie? D'audace. D'audace? On a un beau cocktail là, il faut retenir. Hein. Envie, passion, coopération. Ah, la coopération, c'est un mot qui m'est très cher celui-là. Moi, j'avais l'envie, donc Catherine, on vient de me le voler là. Moi, je pense aussi, alors je vais dire quelque chose peut-être un petit peu idiot, mais je pense qu'il nous faut des gens gentils aussi. Voilà, parce que quand on a des gens gentils, on a des gens qui sont prêts à s'entraider. Moi, je dirige une petite société et je pense que c'est essentiel aussi d'avoir des gens qui sont prêts à s'investir et aider les autres. Voilà. Bon, bah voilà, on a un beau cocktail beaucoup, de conviction. Merci. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Souriez, vous êtes filmés. J'en ai oublié. Vous représentez... deux. Ah, pardon. Ah, il en manque. Bah, bravo. Alors, il manque deux. Ouais. Voilà. Hop, voilà. On se retrouve bientôt pour le cocktail, hein, mais d'abord, voilà. Voilà, on va vous applaudir. On va... Hop. Mais oui, on applaudit, bien sûr. Bravo, merci encore de votre présence. On est honoré de vous avoir avec nous. Merci. Jean-Luc, on va présenter le palmarès des 50 talents 2025. Oui. Et deuxième ex-aequo cette année, Mahaman Touré, directeur RSE de la Société Générale Assurance, et Antoine Denoy, CEO d'AXA Climate, qui n'a pas pu, lui, se joindre à nous. Alors, c'est quoi le top 50 d'abord? C'est en fait les 50 meilleures suggestions et notations du jury, quelles que soient les catégories confondues. Donc, effectivement, cette année, nous avons deux ex-aequo, et on serait ravis de demander à Mahaman Touré de revenir, de remonter sur scène, parce que c'est lui. On l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il est parti? Non, pas encore. Non, il y en aura une deuxième. Bah oui, bien sûr. Mahaman, vous êtes directeur RSE de la Société Générale Assurance. Antoine Denoy n'a pu être présent. Vous êtes ex-aequo. Vous êtes le talent 2025 qui a été suggéré. Et mettez où? Vous avez été beaucoup cité dans la première étape, les appels à suggestions de talents que nous avons réalisés. Vous avez obtenu la meilleure évaluation par le jury des talents. C'est ce qui explique votre présence ici. Juste en quelques mots, c'est quoi votre sentiment? Écoutez, je suis vraiment très déçu que mon directeur général ne puisse pas être là ce soir. Parce qu'on est au mois de mars, c'est la saison des bonus chez Société Générale. Bah, écoutez, c'est vraiment un honneur pour moi. D'être là, surtout que j'ai pas candidaté, donc je suis vraiment très content. Ah, c'est le principe des talents, hein. J'espère que c'est diffusé ou c'est... Ce sera diffusé sur Internet parce qu'il va pas me croire. Bah, écoutez, c'est vraiment un honneur, je suis vraiment très content. Et merci beaucoup. Non, juste le principe, avant qu'on l'applaudisse encore, le principe des talents, c'est que personne ne candidate en fait. Il n'y a pas de dossier d'inscription, il n'y a pas de candidature, c'est des gens qui vous désignent et qui expliquent pourquoi vous êtes un talent. Et c'est vous qui avez été le plus cité par le jury. Et voilà. Un honneur, un grand merci. Et pas votre directeur général. Tu m'entends, Philippe? Ça vaut la deuxième casquette alors. Bravo.
Eh ben, merci à tous pour votre attention, votre gentillesse. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de faire ces talents. Jean-Luc, le mot de la fin. Oui, vraiment pour 30 secondes. C'est pas possible. Oh non, c'est incompréhensible. Quelle heure, voilà. Comment c'est possible? Bon, tu m'aides? Oui. Bah écoute, Alex, moi je peux pas répondre à toutes tes galères en fait. Et si t'as un problème avec tes contrats, bah demande aux assureurs, ils sont là. Merci beaucoup d'être là. C'est cool, vas-y. Eh ben ça tombe bien puisque j'ai amené mon contrat d'habitation. Donc celui ou celle qui comprend ce que je vais dire, je lui donne 2000 balles. 2000 balles? 2000 balles? Attends, moi je suis là aussi. 2000 balles? Moi j'adore l'argent, je suis comme vous, donc 2000 balles, je suis là. Ok, c'est parti, let's go. Ok. Oui, mais non, mais juste ça sert à rien. Ces gens ils écrivent les contrats donc. Oui, moi je suis prof de sport et pourtant j'ai jamais couru. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'on t'a jamais vu courir, ouais. Bref. Question 1. Ok, je vais les exploser, c'est parti. Alors, les modalités d'indemnisation de vos biens mobiliers meublants, déjà, sont conditionnées par leur vétusté, c'est pas ce que ça veut dire, qui n'est déduite qu'en cas de taux excédant les 33%. Ouais, ok, c'est super simple. En Ouais, fait, c'est hyper super évident. simple. C'est super simple. En fait, c'est très simple. En fait, ça veut dire que si tu mets ton canapé dehors sous la pluie plus de 33 minutes. Mais pourquoi je mettrais mon canapé dehors? Bah, si tu veux lire un livre, par exemple, tu vois, et bah, si tu le mets plus de 33 minutes sous la pluie, bah, c'est finito le remboursement. Voilà. Ok. Bah, un point pour Victor. Allez, vamos. Allez, là, les seniors, il va falloir... les octogénaires, je sais plus où ils étaient, les octogénaires. En tout cas, il va falloir y aller parce que là, il est en train de prendre de l'avance. Alors, question 2. Okay. Cette prestation est mise en œuvre à concurrence du montant du loyer dans la limite de 12 mois ou à concurrence des frais engagés. Cette garantie est acquise dans le monde entier selon les conditions prévues aux conditions générales et les franchises contractuelles sont applicables à tout dommage subi par les biens assurés ainsi qu'aux dommages causés aux tiers. Ah, je l'adore celle-là. J'adore, c'est une petite subtilité, mais on l'adore. Franchement, c'est limpide, Alex. Là, c'est ouais. En gros, c'est très simple. En gros, tu vois, en bas du contrat là, t'as des petites lignes, là, le petit astérix là. Et ben, en gros, tout est marqué dedans, quoi. Et, regarde, et souvent il y a marqué ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout, ne vous faites pas de bill. T'as même pas besoin de lire, en fait, t'es assuré. Ah, mais génial, mais c'est beaucoup plus rassurant, dit comme ça. Bah, c'est l'assurance. Ok, bah 2-0. Alors, dernière question, attention. Allez. Réveillez-vous un peu là. Les honoraires sont remboursés dans la limite des barèmes mentionnés aux conditions générales si et seulement si, à la suite d'un événement accidentel, la responsabilité d'un tiers est engagée et que le préjudice et le montant des dommages sont supérieurs à 250 €. Ok, bon, celle-ci c'est pour moi. Ah bah, c'est super simple, là c'est direct quoi. Ah oui, alors? Ah bah c'est en fait c'est une question de responsabilité civile. Ah ouais? Victor? Quoi? C'est ça? Bah ouais. Je t'écoute quand tu parles d'assurance en fait. Et donc ça veut dire quoi? Parce que je... Et donc j'explique? Bah oui, je crois. Ok, bon, j'explique. Ouais, ok. Bah en fait, en gros, je te le fais en gros. Hein, je te le fais en très simple. En fait, c'est si tu vois, si t'as un dommage, voilà, t'as un dommage, et que en fait la responsabilité d'un tiers ou d'autrui, tu vois, est mise en fait, voilà, c'est ça. Je vais le faire plus simple. Ouais. En fait, tu peux être remboursé. Tu peux être remboursé si tu demandes, cool. Mais dans la limite des stocks disponibles. Et pour ça, faut que t'aies la. Voilà. J'ai vraiment cru pendant 2 minutes que tu comprenais quelque chose. Ouais, moi aussi j'ai cru. Ouais. Eh ben, moi aussi. Bon, écoutez les gars, c'est bien marrant, mais il y a des gens qui vulgarisent l'assurance ici, donc on peut aller les voir directement. Ah, Jean-Luc? Jean-Luc? Oui. Ah, oh, et ben Jean-Luc, on va vous poser toutes les questions. Mais non, c'est à eux qu'il faut les poser, hein. Moi, à vous. Ouais, bah, c'est mieux, hein. On se retrouve dehors alors. On se retrouve dehors, allez. On se pose des questions et on échange alors. Super. Bravo. Ah oui. Les cascades, ouais, vous les avez méritées là. Yes. Bravo, merci encore. On remercie Alexia Chazelle, Clara Motte, Vianney Henry. Vous les connaissez certainement, en tout cas si vous pouvez les connaître si vous téléchargez sur Insta et sur TikTok. C'est les colocataires de notre série Vécu, comme vie quotidienne, comme Vécu.
Il parle à tous sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de talent pour rendre l'assurance encore un peu plus compréhensible, un peu plus accessible. Donc, toutes les semaines, vous les retrouvez, téléchargez, parlez-en, partagez ça. Merci encore. Merci de votre présence. Cette série vécue est créée par Enola Gambet et Simon Salomon pour la création, l'écriture et la réalisation. Nous avons aperçu les 3 colocataires que vous pouvez trouver tous les jeudis soirs pour un nouvel épisode. Partagez massivement, cette série, vous l'avez compris, est grand public, elle est un peu décalée, c'est une initiative de Vox Media, elle a un unique objectif, rendre compréhensible et plus visible le rôle de l'assurance dans la vie quotidienne des assurés. Voilà, un dernier remerciement pour tous ces talents, on peut les applaudir et faire un gros big up à tous ces collaborateurs engagés, bien sûr à nos partenaires sans qui nous ne serions pas là. Merci encore à eux. On peut les applaudir aussi, non, les partenaires? Oui, quand même. Le talent de l'organisation du secteur de l'assurance, vous la connaissez, on la remercie, c'est Emmanuel Lambijou. Mais également, merci à Caroline, merci à Enola, merci à Samuel qui ont fait de cet événement, de ce dispositif, une référence dans le secteur de l'assurance. Tous les lauréats pourront être interviewés. Ils peuvent ne pas accepter s'ils le souhaitent, mais en tout cas, ils pourront raconter leur métier, leurs convictions, leur histoire s'ils le souhaitent. Et puis, avant de terminer, encore 2 minutes, restez assis. On veut célébrer nos talents. On veut que nos talents soient audibles. On a composé un rap. Enfin, je vais vous expliquer. Un rap unique créé par Vox Media. Alors non pas, on fait très attention au budget de nos partenaires, non pas avec un rappeur, mais avec un tout petit zeste de créativité, un peu d'intelligence humaine, beaucoup d'intelligence artificielle, 2 prompts, quelques outils d'IA. En 20 minutes, vous allez écouter le son, les talents se révèlent, les voix s'unissent, écoutons le capital humain pardon, comme tube de l'année. C'est l'heure de parler, de mettre du rythme sur le talent, de ce que l'assurance porte, bien au-delà du contrat ou du garant. Ici pas question de chiffres froids ni d'ombre sans reflet. C'est le capital humain qu'on célèbre, ce feu qui jamais ne s'éteint. On parle de sens, celui qui guide et éclaire, de cette confiance qui construit au-delà du nécessaire, de la transparence qui unit, sans masque ni artifice, de ces émotions qui enrichissent bien plus qu'un bénéfice. Les talents se révèlent, les voix s'unissent. L'assurance prend vie entre espoir et promesse. Sens et transparence, unis dans l'authenticité. C'est l'humain qu'on célèbre, l'avenir qu'on façonne en vérité. Car au cœur de tout ça, il y a les collaborateurs, ces artisans du quotidien, ces bâtisseurs d'ampleur. Eux qui transforment, innovent, osent la transformation. Eux qui tissent les liens en toute authenticité, sans concession. On parle de partage, cette main tendue sincère, de transmission, cet héritage qu'on sème et qu'on éclaire. Pas de fausse bienveillance, mais une véritable attention. Une entreprise vivante en pleine effervescence et action. Les talents se révèlent, les voix s'unissent. L'assurance prend vie entre espoir et promesse. Sens et transparence, unis dans l'authenticité. C'est l'humain qu'on célèbre, l'avenir qu'on façonne en vérité. Alors on lève le verre, on marque ce moment d'une note. Un grand merci à nos partenaires, c'est votre force qui porte. Vous piliers de cet événement, notre gratitude est claire. Merci de faire de ce rendez-vous un sommet singulier et sincère. Dans le sillage des talents, il y a une force motrice. Un nom qui résonne, un guide, une matrice. Vox artisan de cet événement unique, avec sa vision claire et son élan authentique. Les talents se révèlent, les voix s'unissent. L'assurance prend vie entre espoir et promesse. Sens et transparence, unis dans l'authenticité. C'est l'humain qu'on célèbre, l'avenir qu'on façonne en vérité.
Alors big up, gros marque big ce up pour les moment talents d'une note. d'Assurance 2025. Merci. Un grand merci à nos partenaires. C'est votre force qui porte. On se retrouve au premier étage pour discuter, pour boire un verre, pour manger un morceau. Merci à vous.